I will get it settled before I even become president. And what I'll do is I'll speak to one, I'll speak to the other, I'll get them together. That war would have never happened. Avec Donald Trump affirmant avec audace qu'il peut mettre fin au conflit en Ukraine en une seule journée, les propositions de paix et les accords de cessez-le-feu émergent de toutes parts alors que les tensions en Ukraine ne cessent de s'aggraver. D'une part, le président Zelensky a fait un aveu significatif. Reprendre militairement la Crimée n'est plus possible. Pendant ce temps, l'équipe de Trump propose la création d'une zone démilitarisée, tandis que le président turc Recep Tayyip Erdogan suggère un gel de 10 ans sur l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Mais voici le véritable coup de théâtre. Vladimir Poutine serait apparemment disposé à discuter d'un cessez-le-feu avec Trump. Ces exigences, toutefois, sont immenses. Et compte tenu des récentes avancées russes dans l'est de l'Ukraine, on peut sérieusement se demander si Poutine est réellement sérieux à propos de la paix ou s'il ne fait que gagner du temps. Et où sont les dirigeants européens dans tout cela? Honnêtement, ils sont à peine dans le tableau. À l'exception d'un appel controversé d'Olaf Scholz à Poutine, qui, soit dit en passant, s'est terminé par une intensification des frappes militaires russes ce même week-end, l'Europe semble mise à l'écart. Une réalité troublante, surtout quand on sait que tout accord conclu affectera probablement bien plus l'Europe que les États-Unis. Mais nous y reviendrons plus tard. Pour l'instant, concentrons-nous sur les 3 propositions de paix qui font actuellement la une, celles de Trump, de Zelensky et de Poutine. Quels sont leurs objectifs et comment se comparent-elles? Décryptons-les ensemble. Commençons par notre nouveau président élu, Donald Trump. Bien que Trump lui-même n'ait pas encore dévoilé les détails précis de son plan de paix, son équipe, elle, a donné quelques indications. Des figures comme J.D. Vance ont laissé entrevoir ce qu'ils envisagent. Au cœur de cette proposition, on trouve un cessez-le-feu le long de la ligne de front avec une création d'une zone démilitarisée, similaire à celle séparant la Corée du Nord et la Corée du Sud. Cela gèlerait le conflit dans son état actuel, ce qui signifie que l'Ukraine perdrait près de 20% de son territoire, y compris la Crimée du Sud. Mais ce n'est pas tout. Pour maintenir cette zone démilitarisée, le plan nécessiterait la présence de forces de maintien de paix européennes. Oui, des troupes, chargées de surveiller et de protéger la ligne. Enfin, l'Ukraine devrait également rester neutre, ce qui impliquerait l'abandon de son adhésion à l'OTAN et probablement aussi à l'Union européenne. Passons maintenant à Moscou pour examiner ce que veut Vladimir Poutine. Poutine a déclaré fermement que les 4 oblasts de l'est de l'Ukraine, le Luhansk, Donetsk, Zaporijia et Kherson, ainsi que la Crimée, appartiennent à la Russie et sont protégés sous le parapluie nucléaire du pays. Actuellement, les forces russes contrôlent entre 70 et 80% des territoires dans ces régions. De plus, Poutine a exprimé ses craintes qu'un accord de cessez-le-feu ne serve qu'à offrir une pause temporaire permettant à l'Occident de réarmer l'Ukraine en vue des futurs affrontements. Pour appuyer cette position, Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, a confirmé que geler le conflit ne fonctionnera d'aucune manière. Cette position contraste nettement avec la proposition américaine qui vise à figer le conflit le long des lignes de front actuelles. Poutine, cependant, insiste pour consolider le contrôle total des 4 oblasts. Cela dit, selon Reuters, 5 sources proches du Kremlin indiquent que Poutine serait ouvert à discuter d'un accord de cessez-le-feu avec Donald Trump. Fait intéressant, elle suggère que le Kremlin pourrait accepter de geler le conflit le long des lignes de front actuelles et envisager de négocier le partage précis des 4 oblasts contestés. Toutefois, étant donné que cela contredit la rhétorique publique de Poutine, il convient de prendre cette information avec prudence. Enfin, Poutine insiste également sur la neutralité de l'Ukraine, excluant toute adhésion à l'OTAN. En outre, il pourrait exiger que l'Ukraine limite la taille de ses forces armées et qu'elle n'impose aucune restriction de l'usage de la langue russe dans le pays. Passons maintenant à Kiev pour examiner ce que veut Zelensky. Pour cela, nous pouvons référer au plan de paix de 10 points de Zelensky, publié en septembre, ainsi que certains de ses récentes interviews. Tout d'abord, l'Ukraine exige le retrait complet des troupes russes de son territoire, ce qui inclut l'ensemble de l'est de l'Ukraine et la Crimée. Zelensky s'est également montré farouchement opposé à un gel du conflit, arguant, tout comme Poutine, qu'un conflit gelé finira par reprendre. Il a cité comme exemple les nouvelles agressions de la Russie après les tentatives de geler la guerre dans le Donbass en 2014, une mise en garde significative. Cependant, dans un revirement notable, Zelensky a récemment admis que reprendre la Crimée par des moyens militaires n'est plus réalisable. We are ready to bring Crimea back diplomatically. We cannot spend dozens of thousands of our people so that they perish for the sake of Crimea and come back. So we understand that Crimea can be brought back diplomatically. Par ailleurs, Zelensky demande des garanties de sécurité solides, y compris l'adhésion à l'OTAN et à l'Union européenne. Il a clairement affirmé qu'il n'acceptera pas la proposition de Poutine visant à limiter les forces armées de l'Ukraine,
car cela laisserait le pays vulnérable et sans défense face à des futures agressions. Le plan de paix en 10 points de Zelensky met également en avant la libération de tous les prisonniers et déportés, et il a également appelé à la justice pour ce qu'il affirme être plus de 100 000 crimes de guerre commis par la Russie. Ce plan inclut la demande de la création d'un tribunal spécial pour juger l'agression de la Russie contre l'Ukraine et pour garantir que la Russie compense les destructions massives qu'elle a causées. We cannot legally acknowledge any occupied territory of Ukraine as Russian. Alors, si l'on compare ces propositions côte à côte, il est évident qu'elles vont être très compliquées à négocier. Mais vous savez ce qui pique vraiment? Où est l'Europe dans tout cela? Cette guerre se déroule sur notre continent et pourtant les dirigeants mondiaux échangent des plans de paix au-dessus de nos têtes. Pire encore, Trump et Poutine semblent plus proches de leur terme et si les négociations se résument à Trump, Poutine et Zelensky, l'Ukraine serait inévitablement le maillon le plus faible et les intérêts européens seraient presque certainement ignorés. C'est d'autant plus préoccupant compte tenu des récentes avancées russes sur les lignes de front à l'est de l'Ukraine et dans certaines parties de la région de Koursk, à l'intérieur de la Russie, que l'Ukraine contrôle toujours. Ajoutez tout cela à les menaces répétées de Trump de couper toute aide militaire à l'Ukraine et la pression sur Kiev devient écrasante. Même Zelensky lui-même a admis le 16 novembre que Kiev doit tout faire pour cette guerre se termine l'année prochaine, par les moyens diplomatiques. À mon avis, l'Europe a échoué de façon spectaculaire sur ce front. L'Allemagne ne cesse pas de se vanter d'être le pays qui a le plus soutenu l'Ukraine après les États-Unis, mais soyons honnêtes, non, ce n'est pas vrai. Leur soutien a été trop faible et trop tardif, laissant à la Russie des mois pour se préparer à ce qui allait arriver. Et si l'on regarde en termes de PIB, ils sont loin derrière des pays plus petits comme les États baltes ou la Pologne. Et n'évoquons même pas la France, l'Italie et l'Espagne, dont les contributions ont été encore plus maigres. Les conséquences de cet échec sont dévastatrices. La Russie pourrait sortir de cette guerre en ayant l'air d'un vainqueur, envoyant ainsi un message dangereux d'éclater la guerre à un voisin plus petit, ça paye, car vous pouvez conserver les territoires que vous avez saisis. Pire encore, cela pourrait pousser des pays du monde entier à se doter d'armes nucléaires, les voyant comme le seul véritable moyen de dissuasion contre les voisins plus puissants. Enfin, cela encouragerait les régimes autoritaires partout dans le monde, et la Russie, par exemple, pourrait lancer sa prochaine campagne contre la Géorgie, la Moldavie ou même les États baltes. Franchement, c'est un scandale. L'Europe, avec une économie plus de 10 fois supérieure à celle de la Russie, n'a pas été capable de soutenir l'Ukraine de manière à être à la hauteur des enjeux de cette guerre. Au lieu d'une stratégie proactive et unifiée, nous avons assisté à une approche réactive et fragmentaire. Toujours juste assez pour empêcher l'Ukraine de tomber, mais jamais assez pour réellement renverser la situation. Ce n'est pas juste décevant, c'est un échec d'une ampleur historique. Mais qu'en pensez-vous? Selon vous, quel accord de paix a le plus de chances d'être mis en œuvre, s'il y en a un? Et si ce sujet vous a intéressé, nous avons une autre vidéo fascinante ici sur l'impact que Trump pourrait avoir sur l'Europe durant sa présidence. Assurez-vous de regarder notre analyse détaillée dans cette vidéo. Merci encore d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner et de partager si vous avez trouvé cette vidéo intéressante. À la prochaine!